Nous sommes de retour avec nos deux confrères. L'un est le directeur de publication de Togo Réveil. Il s'agit de Germain Poulier et l'autre est le rédacteur en chef de Togo Breaking News, Luis Kamako. On parlait du Burkina Faso et des 900 caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans le pays, installées à Bobo-Dioulasso et également dans la capitale Ouagadougou. Luis Kamako, on a déjà vu des groupes d'autodéfense au Burkina Faso qui n'ont pas été soutenus financièrement et qui ont eu le temps de parler, de critiquer le pouvoir. Aujourd'hui, ils sortiront sans doute pour encore parler. Oui, ils sortiront peut-être, hein, c'est pas évident. Ils sortiront dès qu'ils trouveront que le projet ne les avantage pas. Mais quand vous êtes dans un pays et que vous savez que vous n'avez rien à cacher, je pense que ce genre de projet ne devait jamais guère. Nous sommes à l'ère de la technologie et il va falloir forcément qu'on s'y adapte. Chaque pays avec ses problèmes, et j'ai l'habitude de dire, mais en fait on a l'habitude de dire au grand mot, au grand remède. Si c'est un pays comme le Burkina Faso qui opte pour ce genre de projet, on peut que saluer, parce que le problème épineux là-bas aussi, c'est l'insécurité. On aurait pu peut-être dire que le Togo a investi plus de 50 milliards de francs CFA dans l'achat des caméras juste pour sécuriser, qu'on crie scandale et que ce soit un scandale justifié, parce que d'une manière où, peu importe ce qu'on dit, on peut se taguer que nous, on a la sécurité, oui, et qu'on est épargné d'un certain nombre de morts aujourd'hui. Le Burkina Faso vous l'a dit, c'est-à-dire que tout au long de l'émission, ou bien pendant tout ce temps, on le dit que c'est un pays en proie à l'insécurité. Vous allez peut-être constater les conditions dans lesquelles les dernières élections ont été déroulées dans ce pays. Des électeurs ont été empêchés d'aller au bureau de vote. Il y a des djihadistes, il y a des terroristes qui font la pluie, le beau temps. Ils règnent en maître sur le sol burkinabé. Ils empêchent même. Ils font... C'est-à-dire, ils imposent en fait le dictat, et c'est eux qui ont le droit de veto là-bas, dans le pays des hommes intègres. Ailleurs, ils disent en fait, ils interdisent aux petits-enfants d'aller à l'école. Donc le pays, c'est tout, rien avant dans ce pays, tout un blocus. Quand vous êtes dans un pays comme tel, je ne pense pas que les activités tournent au ralenti, et il va falloir forcément trouver une solution à ce genre de mal. Donc aujourd'hui, même ce qu'on dit, ce n'est pas forcément au-delà du thème d'insécurité, ou bien au-delà du thème de djihadisme, d'extrémisme violent dont nous faisons allusion. Quand les caméras seront placées, je pense qu'on va essayer d'éviter un certain nombre de problèmes, d'une manière ou d'une autre, mais de façon implicite. On est peut-être en tête de résoudre le problème de la corruption aujourd'hui, parce qu'on va mettre fin à ce qu'on appelle les pots de vin que reçoivent en fait les citoyens qui travaillent dans les ministères. On va peut-être mettre fin à ce qu'on appelle les raquettes policiers, les forces de l'ordre de sécurité qui sont postées dans les endroits stratégiques pour réguler la circulation, qui malheureusement s'en servent en fait pour remplir les poches. Tout cela va peut-être va être évité. Donc le projet même s'appelle SMART pour des gens qui savent ce qu'on appelle l'autonomapé. Ils vous diront que le nom n'est pas choisi au hasard. Donc c'est vraiment du SMART. On est dans le SMART aujourd'hui. On veut c'est-à-dire que mettre les Burkinabés dans une logique de transparence, également de sécurité. Donc c'est tout un ensemble, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout un ensemble, donc il va falloir y arriver. Et le groupe d'autodéfense, comme je le disais, s'il trouve que le projet n'est pas bon, il va le mettre à critiquer. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas s'en remettre éternellement à ces groupes d'autodéfense. D'abord, l'institutionnalisation ou bien l'instauration d'un groupe d'autodéfense pour un pays, c'est très dangereux. Parce que on a nul n'a le droit. Ouais, c'est autre chose, parce que nul n'a le droit de se rendre justice lui-même. Ça, il revient à l'État en fait d'assurer la sécurité de tout et chacun. Le groupe d'autodéfense n'est pas reconnu en fait dans nos constitutions. La plupart des tests constitutionnels en Afrique, le groupe d'autodéfense n'est pas reconnu. Donc aujourd'hui, il va falloir que les citoyens laissent le pouvoir assurer leur propre sécurité. C'est ce qui se fait dans un État normal, dans un État démocratique. Germain Poulier, qu'est-ce qui a rapproché aussi vite le Burkina Faso de la Chine?
quand on veut parler de ce projet. On a vu des attaques djihadistes, on a vu des problèmes de sécurité, de banditisme et autres, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, partout en Afrique, au Nigeria, au Niger, au Mali. Maintenant, c'est le Burkina qui vient porter ce projet. Oui, je ne suis pas vraiment au courant des débuts de ce projet. Moi, je pense que la Chine est très avancée au niveau des nouvelles technologies. La 5G aujourd'hui est la Chine leader dans ce domaine. Et la Chine aussi, c'est un pays de commerçants qui sont très avisés, qui voient là où il y a des besoins et font des propositions. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être un Burkinabé qui s'est inspiré du modèle chinois, qui se dit, mais est-ce que la Chine peut nous aider à avoir un peu ce système et ces outils-là chez nous dans 2 villes, ou ça peut être tout simplement les Chinois qui viennent proposer ça comme solution. Alors l'intérêt dans ça, c'est que le Burkina n'a pas financé les 52 milliards, n'a pas payé cash. La Chine a pris en charge 47 milliards, dont le Burkina en a géré qu'un peu plus de 5 milliards. Donc c'est déjà facile pour le pays quand c'est un prêt de pouvoir concrétiser un projet. Et les Chinois se sont spécialisés dans cette formule en Afrique, où ils savent que nos pays n'ont pas forcément les moyens de payer cash, ou parfois quand ils font des prêts, c'est à des taux assez élevés et sur des durées qui font que nos pays ont des difficultés pour rembourser. Donc la Chine propose ces facilités-là. Vous avez vu dans les travaux publics, par exemple, la Chine le fait, dans le sport, les stades, tout ça. Les Béninois viennent d'inaugurer ou de relooker totalement le stade Mathieu Kérékou. C'est grâce aux Chinois un peu partout. Donc la Chine est présente. Et du côté du Burkina, je pense que ça doit être une synergie de propositions qui se sont rencontrées et qui ont abouti donc à ce projet-là. Maintenant, est-ce que l'Afrique, en tout cas notre Afrique noire, est prête pour ce genre de projet? Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la gestion qui sera faite, la maintenance, la durée de survie de ces caméras-là. Je ne sais pas dans quelles conditions on les a installées. Et l'apport que ça va apporter, l'apport que ça aura au niveau du travail des forces de sécurité du Burkina. Mais c'est un partenariat, comme je le disais, avec la Chine qui est un peu plus juste que le traditionnel partenariat avec l'Occident, parce qu'avec l'Occident, c'est plus complexe, c'est plus lourd à porter pour les pays africains, mais de plus en plus avec la Chine, il y a plus de facilité, donc c'est normal que les Africains se tournent vers la Chine. Mais il faut le dire, la Chine aujourd'hui est une puissance, mais beaucoup plus une puissance économique. Pour l'instant, elle ne s'intéresse pas à la diplomatie, et à la politique, ça ne les intéresse pas. À la sécurité, même les armements, pour l'instant, eux, c'est sur le plan commercial, ils ont trouvé leur tuyau et ils l'exploitent. Ils viennent vers des pays qui n'ont pas les moyens de payer cash. Certains biens qui veulent consommer ou certains services dont ils ont besoin. Et le Burkina s'est incrusté un peu dans cette façon de faire de la Chine, et l'aboutissement de ce projet, pour moi, est une bonne chose. Maintenant, après, il faut que ce projet soit bien géré et que ça soit un exemple de réussite pour le Burkina et que ça inspire les autres pays. On va la Chine peut-être, parce que la Chine est omniprésente sur le sol africain ces dernières années, j'aimais l'a effleuré tout à l'heure. Donc le pays, on connaît un peu son histoire, un pays en voie de développement qui aujourd'hui est une puissance économique. La Chine veut développer un nouveau partenariat avec les États africains, un partenariat gagnant-gagnant. Amener ces États africains-là à oublier la triste histoire ou bien la triste réalité dont ils sont fait face jusque-là. Donc la Chine aujourd'hui trouve qu'au Burkina Faso, s'il faut un partenariat vraiment gagnant-gagnant, il faut que la sécurité soit vraiment de mise. Donc moi je pense que c'est pour cela que le gouvernement chinois a jugé bon de financer ce projet. Donc
c'est bon, c'est peut-être un bel exemple, un modèle à suivre. Et donc, la vie est lancée. On va terminer par le Togo et cette possible médiation entre le Togo et les rebelles du Tchad pour préparer le dialogue national avec les nouvelles autorités en N'Djamena. L'existence de ces consultations a fuité dans la presse tchadienne et sur une radio internationale. Un processus lent et difficile. Luis Kamako, vous avez eu des nouvelles de cette négociation ou bien de cette médiation entre le Togo et ses rebelles? Oui, je crois qu'on suit de près depuis le déclenchement de ce qu'on peut appeler la crise. La crise d'après le décès d'Idriss Déby, depuis que son fils a pris le pouvoir. Je parlais tout à l'heure d'un coup d'État constitutionnel, donc il y a eu crise. Il y avait eu la société civile, il y avait eu des opposants qui ont battu le pavé, donc pour exiger que le pouvoir soit transféré en fait à qui de droit. Et celui-là, c'est le président de l'Assemblée nationale, donc il y a eu crise. Les pays voisins ont vu que la case du voisin prend feu, donc il va falloir l'aider à l'éteindre. Et à l'époque, on a noté les chassés-croisés du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, et ses allers-retours à N'Djamena qui transmettait en fait un message du président français Faure Gnassingbé au fils Itino Déby. Donc je pense que ça a commencé depuis. Même le Togo a même eu à consulter les groupes militaires tchadiens. À l'époque, c'était en fait l'émissaire togolais a eu à consulter les forces comme l'UPFR, oui, le CMSCR, CCMR, voilà, le FNDJT et le même FAT. le FAT. Ouais. Le FAT dont le FAT qu'on trouve de radical aujourd'hui. Donc tout ce groupe-là a été consulté. C'était dans le but en fait de les amener à avoir un dialogue. C'était dans le but également d'avoir leur contribution pour un dialogue réussi. Donc je pense que le Togo, il est au fond depuis très longtemps. Et donc heureusement que ces dernières heures, le voile a été levé et qu'on a su que le pays est vraiment au premier plan pour le retour de la paix, ou bien en fait pour que la crise tchadienne soit définitivement résolue. Donc je suis au courant de ça d'une manière ou d'une autre. Et donc on suit le dossier de près, on verra ce que ça peut donner. Germain Pouli, le Togo a multiplié des consultations avec les rebelles tchadiens depuis le mois d'avril. D'abord limité aux 4 principaux groupes politico-militaires du Tchad, comme Luis Kamako le disait tout à l'heure, l'UFR, le CCMSR, le FNDJT et le FAT. Elles ont ensuite été élargies à 5 groupes armés supplémentaires avant de se resserrer de nouveau aux 4 groupes de départ. Et Germain, selon une bonne source, le but de l'initiative togolaise est de recueillir les revendications des rebelles en vue de leur contribution au dialogue national tchadien. Oui, le Togo revient en force sur le terrain diplomatique. Puis sur la question du Tchad, je crois qu'après une quarantaine d'années, on voit aujourd'hui un autre président togolais se mettre donc entre le marteau et l'enclume, donc se dresser un médiateur entre des rivaux au Tchad. On se rappelle le cas Ichénabre et Goukouni Wédé, donc à la fin des années 70, début 80, où je me rappelle, on a vu des Togo Press à l'époque. On voyait la photo du président Yadema dans une pirogue où il traversait le fleuve Bangui-Chari pour aller, donc où il y avait la guerre, les balles sifflaient encore. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus autrement que le président Faure Gnassingbé fait les choses. Et lui le disait tout à l'heure, il a dépêché et on se demandait pourquoi très tôt son ministre des Affaires étrangères à N'Djamena. Et le Togo s'était dit prêt
accompagner la transition pour qu'elle aboutisse. Et donc derrière, un travail sérieux se faisait. Il s'agissait donc d'aller au-delà, donc d'une simple réconciliation des acteurs visibles, mais de voir les vrais problèmes, les vrais protagonistes d'une crise qui est sous éteignoir, mais qui peut à tout moment être ravivée. Et donc, ce sont ces groupes rebelles-là. Certains sont connus pour être assez durs déjà à gérer. Il faut servir de médiation entre ces groupes et le gouvernement actuel. Le dialogue semble être rompu. Comme je le disais tantôt, le gouvernement Déby estime qu'il ne peut même pas avoir un dialogue avec le FACT, qui est à l'origine de la mort du général. Donc ça, c'est déjà compliqué. Il y a d'autres groupes armés aussi un peu dans cette situation qui aussi ne reconnaissent pas les nouvelles autorités de transition et ont des revendications assez extrêmes. Et donc c'est un travail qui est fait un peu dans la discrétion, mais je crois avec beaucoup d'efficacité. Si la presse n'en avait pas un peu parlé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont fuité, et on ne saurait pas que les rebelles ont déjà été reçus ici au Togo, et avec des échanges. Et donc on souhaite vraiment que le Togo réussisse cette médiation-là. Et puis il y a une image aussi qui nous revient un peu lors de l'enterrement de Déby. On a vu le président togolais qui était à la droite du président Macron. Ils échangeaient. Voilà. Donc je crois que déjà à cette période-là, le Togo avait déjà commencé ce travail-là de médiation. Et puis c'est vrai que nous avons un jeune chef d'État ici au Togo, mais en même temps il a une grande expérience de la gestion des crises politiques, pour avoir été aussi l'héritier de qui on sait. C'est le jeune doyen. Voilà, le jeune doyen, mais en tout cas, il est l'héritier d'un homme qui était connu pour être un homme de paix, qui cherchait à réconcilier. On a vu, au-delà du Tchad, on a vu la crise ivoirienne aussi. Effectivement. Le Togo s'est impliqué à résoudre la crise ivoirienne. Donc, dans un certain nombre de pays, je pense que c'est un retour en force du Togo sur cette scène-là, la scène diplomatique. Et plus généralement, vous avez vu aussi aujourd'hui les accords entre les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. C'est notre pays qui a notre ministre des Affaires étrangères qui est le négociateur en chef. Et puis les rencontres qui reviennent aussi dans notre pays et la crise malienne aussi. Vous savez, la dernière réunion pour accompagner la transition au Mali, la première a eu lieu à Bamako, mais la deuxième a eu lieu au Togo. C'est dire que le Togo joue de plus en plus un grand rôle dans la pacification de notre sous-région, du continent, et dans la sécurisation. Donc, il faut encourager nos autorités. C'est un dossier très difficile au Tchad, c'est un dossier complexe, mais le Togo est en train d'essayer, on espère que la sagesse va aider les uns et les autres pour que la crise au Tchad connaisse une fin, parce que justement, le Tchad a perdu un président. Aujourd'hui, il faut revoir l'avenir avec plus de sérénité, surtout avec le concours de tous les Tchadiens qui, à une période ou une autre, ont été amenés à quitter le pays. Donc aujourd'hui, il faut faire rentrer tout ce monde-là et la médiation donc du Togo dans ce dossier assez complexe est saluée en tout cas. Le Togo, selon vous, Luis, a les atouts pour pouvoir réussir cette médiation? Oui, je crois que le pays a les atouts, parce que quand vous voyez un peu, en fait, sur le continent, ou bien quand vous voyez les pays qui nous entourent, vous allez peut-être remarquer que le Togo aujourd'hui est le seul pays où, le seul pays qui est habilité en fait à jouer le rôle de ce médiateur. Vous prenez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'est pas aussi, en fait, c'est pas solide, vous m'excusez, physiquement. Il a un problème peut-être interne. Un problème interne. Bon, ok, j'ai dit que ça aussi, ça fait partie. Mais aujourd'hui, lui-même, il a un problème à gérer dans son propre pays.
On vient tout à l'heure de parler de Christian Caboret, qui a un problème d'insécurité également à gérer. Patrice Talon, qui a été contesté rigoureusement par l'opposition béninoise. Le Ghana, qui est un pays anglophone, il y a aussi une barrière linguistique qui s'impose. Le Togo, aujourd'hui, on a un président, on l'a dit. C'est le Togo qui n'est pas contesté pour les élections présidentielles. Bon, je ne dirais pas qu'il n'est pas contesté. C'est-à-dire que c'est ça, malheureusement, le pays. C'est ça, malheureusement, le Togo. Ouais. Un pays dont les dirigeants sont décriés, en fait, à l'interne, mais malheureusement... l'opposition. Par une opposition minoritaire, il faut le rappeler. Que l'opposition soit minoritaire ou majoritaire, il y a contestation. Il y a contestation. Donc c'est pas un président décrié à l'intérieur. Mais il est quand même décrié, en fait. Par un certain nombre de Togolais. Pas une minorité. Pas une minorité. En fait, le nombre importe peu. Ouais. Mais du moment c'est comme en France, Macron. C'est partout, même dans les grandes dictatures. Je crois, c'est ce qui fonde en fait une bonne démocratie. C'est ce qui fonde une bonne démocratie. Un président ne peut pas faire l'unanimité. Ouais. Mais si derrière vous vous rendez compte que ce pourquoi il est accusé ou bien ce qu'on lui reproche, en fait, un peu, c'est pas, comment dire... n'existe pas. Bon, ce qui n'existe pas, mais qui semble donner raison en fait à ces décrinologues, c'est là où ça devient dangereux, parce que tu me posais la question tout à l'heure, si le président il est constaté, c'est juste parce que on a encore une crise en fait post-électorale à régler. Ah oui. Je pense que tu veux en arriver là parce que jusque là il y a un candidat, le candidat est arrivé en deuxième position, qui conteste les élections, contraint à l'exil, pas seulement qui conteste les élections, mais juste il est contraint à l'exil. Et il est contraint à l'exil. Il y a des membres en fait de son mouvement, en fait de la dynamique Monseigneur Congo. Qui sont toujours détenus en prison. Donc je pense que c'est ça que tu faisais allusion. Donc il faudrait qu'on le qualifie. Mais je pense que pour la communauté internationale ou bien pour ceux qui ont mandaté le président Faure pour cette mission, je pense que ce sont des cas, en fait, des mineurs. Je pense qu'ils l'ont minimisé. C'est pour cela qu'ils lui ont confié ce boulot. Et tout à l'heure, on disait aussi de façon amusante qu'il est le jeune doyen, c'est-à-dire qu'il est dans son 4e mandat. Donc, bientôt, en fait, 20 ans au pouvoir. Et donc, quand vous voyez un peu, vous vous dites qu'aujourd'hui, il est le seul qui fait le poids. Parce que dans ce genre de situation aussi, on voit celui qui a peut-être... une durée importante au pouvoir, celui qui connaît bien les affaires de l'État. Donc aujourd'hui, le choix est tombé sur le président togolais. Donc, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est aussi les bonnes relations qui ont toujours existé entre le Togo et le Tchad. J'avais parlé tout à l'heure de ce coup de maître du feu. Et il y a des Maniassingbe qui avaient traversé le fleuve Chari pour jouer les offices, les missions de bons offices entre le président Issa Nabré et Gougouni à l'époque. Donc je pense que ce sont des choses, ce sont des actes qui ont milité justement en faveur de son fils Maniassingbe, qui aujourd'hui, ils ont commencé la médiation, ils ont favorisé le retour au pays de l'opposant Hassan Fadoul, qui est en exil ici au pays depuis 21 ans. Donc je pense que quand on voit un peu l'actualité sociopolitique sur le continent, aujourd'hui, Maniassingbe, il est le seul qui puisse conduire cette médiation. Il a mandat pour conduire cette médiation, Germain Poli, ou bien c'est une initiative personnelle? Voilà, parce que j'entends de lui dire qu'il a été désigné pour conduire. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une désignation officielle. Donc, il y a déjà la capacité des pays à faire certaines choses. Mais c'est un pays, le Togo est un pays généralement engagé dans la pacification, la stabilité. Rien qu'à voir les missions des militaires togolais dans le cadre des Nations Unies, vous allez comprendre que le Togo est porté vers la paix. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même si ça a été renforcé dans un certain nombre de missions. Et il y a aussi que le Togo, sur plusieurs plans, a fait des efforts. Donc, il en fait un pays
qui est en passe de devenir un modèle. C'est vrai que nous-mêmes, on ne le reconnaît pas ici. Les classements nous viennent d'un peu partout, mais certains sont sceptiques ici, ils ne veulent pas croire à ces prouesses, mais c'est des réalités. Et quand vous verrez aussi l'ouverture du ciel aérien, le MUTA, par exemple, le chef de l'État a été choisi par ses pairs pour diriger cela. Je parlais même des négociations avec l'Union européenne aujourd'hui. Tous les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, les négociations sont conduites par le chef de la diplomatie togolaise. Donc c'est pour dire, nous avons une diplomatie qui est rayonnante, qui est rayonnante, il faut le dire, réactive. Et donc, les initiatives sont prises par le Togo, mais sont accompagnées par une communauté internationale qui peut soutenir. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un mandat officiel du président Faure pour conduire ces médiations? Et c'est dans quel cadre? Est-ce dans le cadre de la CEDEAO? Est-ce dans le cadre de l'Union africaine et tout ça? Non, on n'en sait rien. Mais on sait que le pays, par lui-même et ses actions, est porté vers la pacification. Et donc, depuis toujours, le Togo s'invite au rapprochement de certains peuples donc, qui sont en difficulté. Le Togo se donne aussi à travers un engagement permanent sur plusieurs théâtres. Et ça peut aussi jouer en faveur de ce qui est déjà en train d'être fait. Et en plus de l'expérience dont joue notre président, des initiatives qu'il prend souvent en silence, sans faire trop de bruit. Donc cette médiation-là, on n'entendait même pas parler. Or, c'est quelque chose qui se faisait, depuis. Et donc, quand le président a dépêché 2 fois de suite, en moins d'1 mois, son ministre des Affaires étrangères au Tchad, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel soutien le Togo veut apporter au Tchad? Mais derrière, il y avait carrément autre chose qui se faisait. Donc, je pense que quand un pays est en difficulté, il appartient aux autres pays de l'aider. Sur la base des relations traditionnelles ou historiques qui existent entre ces pays-là. Et le Togo joue une partition dans la discrétion, mais qui est assez appréciée. C'est un dossier, comme je le disais, qui est très difficile. Mais on espère que ce travail se fera et que le Togo va réussir, avec la contribution aussi d'autres bonnes volontés. Germain Pouli, directeur de publication, en 30 secondes. Oui, je pense que l'histoire des 2 pays aussi semble être un peu... Enfin, l'histoire, c'est presque la même chose pour le pays. En fait, l'arrivée au pouvoir de M. Faure Gnassingbé en 2005 est peut-être semblable, en fait, à l'arrivée de Mohamed Idriss Déby au Tchad. Donc, je pense que la communauté internationale peut-être jugé bon en fait de mettre le président Faure Gnassingbé sur ce dossier parce qu'il a plus d'expérience sur il a plus d'expérience sur le, il saura comment gérer. Donc ça aussi, ce sont des choses qui ne doivent pas être oubliées, qui ne doivent pas être occultées. Voilà. Luis Kamako, merci beaucoup. Vous êtes le rédacteur en chef de Togo Breaking News. Merci également l'aîné Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir également pour nous. Merci d'avoir amené le bateau à bon port. Allez, merci beaucoup à vous également pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.